BX1 +. Le face-à-face. Faut-il réglementer davantage, voire supprimer les devoirs à la maison ? Pour certains, c'est une pratique contraire à l'égalité des chances, puisqu'on compte sur les parents pour encadrer les enfants. Pour d'autres, c'est un outil pédagogique indispensable si on veut bien fixer ce qui a été acquis en classe pendant la journée. On va commencer, avant d'en débattre, par rappeler ce qui est permis ou pas, parce que oui, les devoirs, c'est réglementé. Philippe Jacquemotte, c'est autorisé donc pour quelle tranche d'âge et dans quelle proportion ? Écoutez, imaginons Romain, 11 ans, qui termine l'école à 16h, qui doit prendre le bus pour rentrer à la maison, où il arrive à 17h. Demain, il a une interro de maths, une interro de néerlandais et un devoir de français. Personne pour l'aider. Ses parents rentrent à 19h15 et encore, ce sera pour le conduire à l'entraînement de foot qui commence à 20h. Bref, une journée de dingue ça sent le et vécu, pas Philippe. le temps de souffler. Oui, qu'est-ce que vous voulez, parents et enfants. Donc, on a tout vécu. Du coup, il a fallu cadrer le travail à domicile parce qu'il n'y a pas que l'école pour apprendre, parce qu'il y a d'autres activités qui sont éducatives. Désormais, les travaux et devoirs à domicile sont réglementés et pas obligatoires. Le choix est laissé à l'école. Alors, en maternelle, les travaux à domicile sont interdits, priorité au développement socio-affectif. En première et deuxième primaire, les travaux à domicile sont interdits, mais certaines activités sont autorisées. Par exemple, on peut demander à l'élève de présenter à ses parents ce qu'il a fait à l'école, de quoi inciter à la lecture et développer un sentiment de fierté du travail accompli. Troisième et quatrième primaire, les travaux à domicile sont autorisés, mais pas plus de 20 minutes. Et ces travaux doivent pouvoir être réalisés sans l'aide d'un adulte. Enfin, cinquième et sixième primaire, même chose, autorisés, mais pas plus de 30 minutes. Des travaux qui ne peuvent pas faire l'objet d'une cotation et pour lesquels l'enseignant doit donner un délai raisonnable. Le devoir pour le lendemain doit donc être une exception. De quoi ménager les enfants et leur permettre d'avoir d'autres activités et non pas de penser école H24. Merci Philippe Jacquemotte. On va débattre de tout ça avec Jean-Pierre Kounen. Bonjour, vous êtes le président de la Ligue des droits de l'enfant. Bonjour. Et vous militez pour l'interdiction des devoirs. Et on va accueillir également autour de cette table Konrad van der Werf, qui est le directeur de la communication du CEGEC, c'est le secrétariat général de l'enseignement catholique. Bonjour à vous. Bonjour. On va commencer avec vous, Jean-Pierre Kounen. Pourquoi est-ce que c'est inégalitaire les devoirs et pourquoi est-ce que vous voudriez qu'on en finisse avec ces fameux devoirs à la maison ? Alors, ils sont inégalitaires parce que toutes les familles ne sont pas égales face aux devoirs. On a entendu que certains parents rentrent tard, mais il y a des familles monoparentales, par exemple, où les mamans travaillent et ne savent pas suivre leurs enfants le soir. Alors, on a parlé effectivement que le devoir était régulé. Depuis 2001, effectivement, c'est dans le décret mission. Et donc, malheureusement, ce décret mission n'est pas tellement respecté. C'est pas appliqué. C'est pas tellement... non, il y a des écoles qui l'appliquent. Alors d'abord, les travaux à domicile sont une faculté laissée aux écoles. Donc le décret dit bien qu'il n'y a pas d'obligation pour les enseignants, pour les écoles d'en donner. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, voilà, ils sont régulés, mais malheureusement, on se constate que trop d'enfants, le soir, sont débordés. Les familles sont débordées, le décret n'est pas respecté. Ensuite, ce décret ne se limite à la 6e primaire. Donc en secondaire, tous les coups sont permis. Ouais, donc en secondaire, il ne faudrait pas de devoir non plus pour vous ? Alors, les études, on a fait une analyse quand même, une étude sur la question des devoirs. Il y a de nombreuses études qui ont été faites depuis plus de 150 ans. Les devoirs tracassent les parents et questionnent l'école depuis très très longtemps. Et toutes les études vont dans le même sens. Les devoirs, en fait, n'ont pas d'effet positif. Tout au plus, ils n'ont pas d'effet positif. C'est ce qui pourrait être le plus positif, finalement. Parce que le négatif, c'est qu'ils sont souvent contre-productifs. Ouais. On va y revenir. Je voudrais d'abord donner la parole à Konrad van der Werf quand Jean-Pierre Kounen dit le décret mission, il est mal appliqué et il y a des écoles qui visiblement ne jouent pas le jeu. Il ne l'a pas dit exactement comme ça, mais c'est ça que ça voulait dire. Mais comme partout, c'est possible. Donc, on ne peut pas non plus généraliser et de dire que c'est dans une majorité de cas que ça ne fonctionne pas. Mais comme le rappelait d'ailleurs l'UFAPEC récemment dans la presse, il y a aussi des organes qui existent. Donc l'UFAPEC, c'est une association de parents. Voilà, donc c'est l'Union des fédérations d'associations de parents de l'enseignement catholique qui aussi, comme nous, s'appuie sur le conseil de participation. Il faut savoir que toutes les communautés éducatives sont tenues d'avoir une structure comme celle-là, qui est un lieu de dialogue, et c'est le genre de questions qui peuvent être discutées. École, enseignants et parents. Voilà, tout à fait. Mais donc, l'idée pour vous qu'on ait 20 minutes en 3e et 4e primaire et 30 minutes de devoir en 5e, 6e, c'est utile pour l'apprentissage ou pas ?
En tout cas, déjà, ce sont des balises qui ont le mérite d'exister pour essayer justement de prévenir justement qu'il y ait des situations où on se retrouve dans une certaine exagération. Mais je dirais que la plus-value pédagogique du devoir peut être d'une part, de permettre d'approfondir un travail à domicile. On dit bien approfondir et pas découvrir. C'est vrai que dans les mauvaises pratiques, ce serait par exemple un enseignant qui commence une tâche en classe et qui n'a pas le temps de la terminer et qui demande de la terminer à domicile. Ça n'est pas quelque chose que nous recommandons, mais un travail peut avoir du sens, il s'agit d'un approfondissement et qu'il permet aussi de nouer le contact avec la famille. Et ça permet, on ne demande pas aux parents de vérifier la qualité du devoir, mais de pouvoir suivre, de pouvoir prendre connaissance des tâches que l'enfant réalise. Jean-Pierre Collen, nouer contact avec la famille, c'est inégalitaire ? Ah non, en fait le devoir ne sert qu'à ça. C'est un consensus social. C'est un consensus qui existe depuis des décennies entre la famille et les écoles parce que les familles ne savent pas ce qui se passe à l'école. Et donc, c'est leur seule manière d'entrer un petit peu dans le domaine scolaire, c'est de voir des devoirs et des leçons. Alors, on sait bien que les devoirs et les leçons ne représentent pas du tout ce qui se fait en classe. Les devoirs qui sont donnés, les leçons qui sont données sont généralement des choses relativement simples et faciles, puisque les parents, en principe, ne sont pas là, ne sont pas tenus d'aider leurs enfants. Donc, c'est des choses qui doivent pouvoir être faites sans les adultes, mais qui doivent pouvoir montrer aux parents ce qui se fait à l'école. C'est essentiellement des exercices qui ont déjà été faits à l'école ou de la mémorisation. Ouais. Donc, est-ce que ça aide l'enfant à acquérir, à enregistrer, à garder en mémoire ce qui a été fait ou pas du tout ? Alors, les études semblent démontrer que non, sauf à partir de 15 ans. Donc les devoirs n'ont d'intérêt qu'à la fin du secondaire, dans les dernières années du secondaire. Avant cela, ça reste le consensus social, ça n'apporte pas grand-chose, ça met les familles en difficulté, ça fait une compétition entre les familles. J'ai débattu dernièrement avec une maman qui expliquait qu'elle a 4 enfants et qu'elle doit payer une institutrice en formation tous les soirs pour aider ses enfants parce qu'elle est débordée. Combien de familles peuvent se payer un enseignant pour aider aux devoirs? Les familles qui n'ont pas les possibilités doivent se tourner vers les écoles de devoirs. Et on sait bien, sur Bruxelles, les écoles de devoirs sont blindées. Il y a des listes d'attente. Donc c'est inégalitaire. Corinne van der Werf, est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée que parfois il y a des familles où les parents ne sont pas là, on est un peu débordé. Parfois il y a des familles, prenons un exemple, une famille primo-arrivant, on ne maîtrise pas bien le français, donc on n'est pas capable d'aider dans les devoirs, et que ça a un côté un peu inégalitaire de se reposer sur les parents par moment. Alors évidemment, une école n'est pas l'autre. Alors chaque école a son projet pédagogique. Parfois, en fonction du public qui est scolarisé, l'école porte une attention particulière pour pouvoir suivre les élèves. Il y a aussi certaines écoles, ça n'est pas le cas partout, mais il y a aussi des études dirigées. Alors c'est vrai que vous allez me dire que ces études dirigées ne sont pas toujours gratuites parce qu'on est hors temps scolaire. Alors on revient à la question de la gratuité qu'on avait déjà débattue ici. Mais l'école essaye, en fonction du public qu'elle scolarise, de s'adapter. Une école n'est pas l'autre, mais elle essaye, quand elle le peut, d'apporter les bonnes réponses. Jean-Pierre Collen, c'est quoi que vous demandez à la Ligue des droits de l'enfant ? C'est l'interdiction pure et simple des devoirs pour le primaire, pour le secondaire, ou il y a des nuances ? Alors non, on a fait une étude qui sert essentiellement à donner des outils aux enseignants, aux écoles qui sont en réflexion, parce que finalement, les devoirs et les leçons, c'est des choses qui existent depuis des décennies, et on les questionne assez peu. Ce sont des pratiques habituelles. Et donc, l'étude a pour objectif justement de permettre de donner des outils aux enseignants, aux écoles, pour changer leurs pratiques, mais aussi d'outiller les associations qui sont sur le terrain face à ces familles qui sont débordées pour essayer d'aller vers les écoles et d'argumenter le fait de diminuer en tout cas le nombre de devoirs, de respecter à tout le moins le décret mission, et en secondaire de réfléchir sur ces pratiques et d'essayer de s'adapter, ou plutôt d'avoir une continuité par rapport au décret. On dit 20 minutes en 3e, 4e, 30 minutes en 5e, 6e. Si on pouvait s'imiter à 40-45 minutes en secondaire, ce serait pas mal. Ça permettrait aux jeunes de pouvoir bénéficier de leurs droits fondamentaux, qui sont l'accès à la culture, aux loisirs, au sport, aux arts, etc. Ouais. Et donc, l'école empiète pas toutes les écoles, vous avez raison, toutes les écoles ont des pratiques souvent différentes, mais dans de nombreux cas, des jeunes ne savent pas le soir tout simplement aller faire du sport. On est en pleine réflexion sur l'implémentation du pacte d'excellence, avec des grands chambardements qui vont arriver dans les prochaines années. Ce serait l'occasion de réfléchir au devoir. Il faudrait que le pacte d'excellence soit l'occasion de peut-être un nouveau décret mission bis.
Alors, je ne sais pas s'il faut un nouveau décret mission. Moi, je pense que le décret mission peut être amélioré de toute manière, mais le pacte peut être une occasion. Mais je pense qu'il ne faut pas attendre qu'il y ait un pacte pour réfléchir sur l'utilité des devoirs. Vous avez des retours positifs, puisque vous avez signé des cartes blanches, qu'on a pu voir dans la presse, vous avez participé à des débats sur d'autres chaînes de télévision. Vous avez des retours positifs des enseignants aussi sur cette question-là ou pas? Tout à fait. Il y a des enseignants qui sont contre les devoirs. Il y a des écoles qui ne pratiquent pas les devoirs. Donc pédagogie active, on ne fait pas de devoirs, a priori. Essentiellement pédagogie active, mais pas que. Pas que pédagogie active. Il y a quand même des rebelles aussi dans les écoles qui disent « je refuse de pratiquer un système qui ne fonctionne pas ». Des enseignants qui, dans leur classe, ne donnent pas de devoirs. Konrad van der Werf, il y a un problème spécifique sur le secondaire peut-être. Allez, on connaît tous des enfants qui rentrent à la maison et qui ont 1, 2, 3 heures de devoirs. Alors peut-être qu'ils ne sont pas les plus rapides sur Terre, mais il y a parfois un problème quand même, non ? Il y a peut-être parfois certains cas que l'on remarque dans le secondaire, mais je ne pense pas qu'il faille généraliser pour autant. Et comme vous le dites, de nouveau, ça dépend du choix de l'établissement. Il y a des écoles qui le pratiquent et d'autres pas. Et je pense aussi qu'il y a parfois des clichés qui ont un peu la peau dure. Même dans le chef des parents, nous parents qui pensons parfois, parce qu'on donne beaucoup de devoirs à nos enfants, qu'ils vont être bien préparés. Non, ce n'est pas la quantité de devoirs qui va donner une indication de la qualité de l'enseignement qui est prodigué. Donc c'est vrai qu'il y a parfois aussi des clichés de ce côté-là qu'il faut parfois essayer de balayer. Est-ce qu'il faut faire une distinction entre leçon et devoir? Je veux dire, réciter sa leçon et vérifier auprès de son parent qu'on a bien appris les conjugaisons ou les déclinaisons dans une langue étrangère. Est-ce que c'est la même chose que de faire un devoir où on doit là faire des exercices de maths ou faire une petite rédaction? L'exercice ne sera pas le même pour l'élève. Pour certains, l'apprentissage, la mémorisation sera plus rapide. Par contre, le devoir, il y a une forme plus standardisée. Tout le monde est soumis au même exercice. Là, il y a un rendu écrit, théoriquement, le devoir. Il y a souvent un rendu écrit, effectivement. Jean-Pierre Kounen, leçon et devoir, c'est la même chose ou pas pour vous? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un devoir? Qu'est-ce que c'est qu'une leçon? Pour les enfants, les études ont démontré que pour les élèves, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Trop souvent, les devoirs ou les leçons sont peu expliqués en classe. C'est surtout à la fin du cours, on dit vous terminez l'exercice pour demain, vous faites tel exercice. C'est pas vraiment expliqué. C'est quoi une leçon? C'est apprendre par cœur, c'est pouvoir répéter avec ses propres mots, c'est pouvoir synthétiser. C'est quoi une leçon? C'est quoi étudier? Ça s'apprend en classe. C'est en classe qu'on apprend la manière d'apprendre. Et donc, c'est pas à la maison. C'est pour ça que jusqu'à 15 ans, les apprentissages doivent se faire en classe. C'est le seul lieu des apprentissages, c'est la classe, apprentissage scolaire. Et à partir de 15 ans, il est intéressant d'avoir des recherches, des choses qu'on peut faire individuellement à la maison, mais on a déjà appris à pouvoir apprendre par soi-même. Ouais, la frontière, c'est 15 ans, encore avant de Noël. Oui, mais certains tiendront un autre discours, parce qu'il peut être utile aussi d'autonomiser l'enfant le plus rapidement possible, et de dire, est-ce qu'à partir de l'âge de 15 ans, directement, il va avoir le déclic pour être davantage autonomisé. Donc il faut commencer un peu avant. Est-ce que cette autonomisation ne doit pas être progressive? Ça peut être une question. Je dis précisément que ça doit se faire en classe. Ça s'apprend en classe. L'autonomisation s'apprend à l'école, dans la classe, avec des pédagogues. Mais elle peut se vivre à la maison. Voilà. Elle peut se poursuivre à la maison, mais avant 15 ans, ça n'a pas d'usage. Vous ne serez pas d'accord, je pense, sur la question. Merci beaucoup, Jean-Pierre Kounen, président de la Ligue des droits de l'enfant, Konrad van der Werf, directeur du service communication du CEGEC, le secrétariat général de l'enseignement catholique.